Merci de votre accueil. Merci. Madame la ministre, je vous remercie pour cette initiative que vous avez prise de présenter cette motion à l'Assemblée nationale ce matin. C'était un grand moment historique pour les cégeps, certainement. D'autant plus que vous avez fait un hommage très remarquable qui a entraîné d'autres députés à parler des cégeps d'une manière tout à fait pertinente. L'Assemblée nationale était remarquable ce matin, grâce à vous. Merci. Merci à mon nom personnel, mais merci au nom de la Commission parents. J'aurais bien aimé qu'il soit là, mais je suis le dernier survivant de cette commission. Je la représente donc encore le moins mal possible. Et je me permets, au nom de cette commission, de vous remercier. Déjà 50 ans, pour les membres de la commission parents, ce serait bien étonnant. Quand on regarde 50 ans devant soi, c'est très long. Quand on regarde 50 ans derrière soi, c'est très court. La perspective est bien différente. Je m'étonne encore qu'aujourd'hui, on puisse parler des 50 ans des cégeps. Je me suis demandé ce que je pouvais apporter dans cette conférence de clôture, parce que vous m'impressionnez beaucoup. Vous m'impressionnez parce que, d'abord, vous représentez les cégeps de toute la province, de tout le Québec. Et puis, j'ai eu l'occasion de lire une partie du livre que nous avons lancé hier soir, le réseau. Donc, ayant lu cela, je me dis, mais je n'ai plus rien à dire. Cependant, je me suis dit, je peux peut-être parler de ce que je connais et de ce que je ne connais pas. De ce que je connais, oui, c'est l'origine des cégeps. Ce que je ne connais pas, c'est l'avenir, donc ça, on peut en parler. Je vais donc d'abord vous parler de l'origine des cégeps et puis de l'avenir. Je vais vous parler du Big Bang des cégeps, tel que nous l'avons vécu de l'intérieur de la commission parents. Ce n'est pas toujours dit. Et je voudrais commencer par vous dire qu'à mon avis, la commission parents n'aurait pas dû ni concevoir, ni recommander la création des cégeps. C'est un peu fort à dire devant vous tous. Mais je dis cela parce que, telle qu'elle était composée, la commission parents n'était pas prête à faire une telle recommandation. Comment était composée la commission parents? Je vais vous en parler parce que ce n'est peut-être pas assez bien connu. Oui, la commission parents, vous étiez jeune quand elle a travaillé. Pour un certain nombre d'entre vous, même, vous n'étiez pas de ce monde. C'est donc un peu un mythe. Eh bien, peut-être que vous avez vu la photo dans le livre réseau des membres de la commission parents. À la page 18, vous voyez comme je suis narcissique, à la page 18 de ce livre, vous avez la photo des membres de la commission parents. C'est une photo assez extraordinaire. Cette photo a été prise dès les débuts des travaux de la commission parents, donc au début de l'été 1961. Et c'est une photo que je ne peux pas revoir sans émotion parce que nous étions innocents. C'est-à-dire que, oui, nous avions conscience de l'énorme responsabilité qui pesait sur nous, sur nos épaules. Mais en même temps, nous étions complètement inconscients de ce qui nous attendait. Et cette commission, elle était drôlement composée. Il y avait 8 membres de cette commission. Il y avait 6 hommes et 2 femmes.
C'était l'égalité des sexes telle qu'elle était conçue à cette époque. Et déjà, on s'étonnait qu'il y ait 2 femmes sur une commission. Mais au moins, c'était une commission sur l'éducation, donc il fallait bien qu'il y ait 2 femmes. Nous étions 6 francophones sur 8, un Irlandais et un Écossais. Nous étions 7 catholiques et un protestant. Je peux dire tous pratiquants à l'époque. Nous étions 4 professeurs d'université sur 8. Les 3 grandes universités étaient représentées: Laval, Montréal, McGill. Nous étions 7 représentants d'institutions privées. Professeurs d'université ou de collège, à cette époque, c'était des institutions privées. M. Filion était directeur du Devoir, institution privée. Il y avait un homme d'affaires qui était à Aluminium Limited, institution bien privée. Il n'y avait pas de syndicalistes. Les syndicalistes n'étaient pas représentés dans la commission parents, mais il y avait un homme d'affaires. Et ce qui est étonnant, c'est que nous étions 7 représentants d'institutions privées et le seul qui représentait le public, c'était l'Irlandais qui était des écoles catholiques anglaises de la commission scolaire de Montréal. Il n'était même pas dans le secteur francophone. Et puis, nous étions 6 Montréalais et 2 Québécois. Aucune région n'était représentée. Et puis, par surcroît, le président de cette commission était un prêtre, un monseigneur même, c'était pas un évêque, mais enfin, un monseigneur, c'est-à-dire qu'il avait le titre un titre honorifique dans l'Église catholique, parce qu'il avait été recteur de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, donc il fallait qu'il soit monseigneur. Et pendant la commission parents, il était encore vice-recteur de l'université actif. Non seulement nous avions un prêtre comme président, mais nous avions une religieuse. Une des deux femmes était une sœur de la communauté de Sainte-Croix. Et si vous regardez bien attentivement la photo de la page 18, vous verrez combien elle est présente, la religieuse, avec cette si belle cornette des sœurs de Sainte-Croix, qui est une sorte d'auréole extraordinaire. Et ce qui fait qu'elle avait un succès fou, parce qu'elle était belle en plus. Elle avait un succès fou dans les sciences publiques. Et il se trouve que nous avons voyagé ensemble, elle et moi. La communauté de Sainte-Croix, des sœurs de Sainte-Croix, a dû faire des exceptions énormes pour permettre à cette religieuse non seulement de sortir seule, parce qu'à l'époque, les religieux devaient sortir avec une compagne, mais même de sortir avec des hommes, dans des avions, dans des trains, dans des autobus, en automobile, jusqu'en Californie. Ah là là. Cette commission, donc, elle était à l'image du Québec de 1960. Et quand je pense à sa formation, quand je pense à nos débuts, nous étions formés, nous étions composés pour préparer un rapport conservateur, un rapport sur le statu quo, parce que nous étions attachés aux institutions qui existaient. 6 des 8 membres de la commission avaient fait le cours classique. Ils étaient très attachés à leur collège classique. Donc, comment une telle commission a-t-elle pu en arriver à ce qu'elle a fini par
présenté comme recommandation à l'époque. Eh bien, je voudrais vous l'expliquer un peu de l'intérieur de la commission à travers ce que j'appellerais 4 moments de notre parcours, de notre trajectoire. Le premier moment, c'est dans les premières semaines de nos travaux où nous avons pris conscience d'abord de la sous-scolarisation des Canadiens français de l'époque du Québec, qui fut pour nous un choc. En même temps, nous avons pris conscience du statut défavorisé des filles dans notre système d'éducation. Il nous a fallu bien prendre conscience, nous, qui avons tous fait le collège classique, 6 d'entre nous, que ce système d'éducation, il était fait pour une petite élite dont nous étions, dont nous avions profité. Que ce système d'éducation faisait que la grande majorité des Québécois de langue française n'avaient pas plus fait que l'école primaire. Qui faisait que, au-delà de l'école primaire, il y avait un système anarchique, mal conçu, par morceaux détachés, au profit d'une petite minorité qui réussissait à faire les 8 ans du cours classique, avec un taux de décrochage à l'époque des collèges classiques de 70 %. Nous avons donc eu à prendre conscience, dans les premières semaines de nos travaux, que le Québec avait besoin d'une importante réforme de son système d'éducation. Et que nous ne pouvions pas faire peu, il fallait faire beaucoup. Nous ne savions pas quoi, mais dès le début de nos travaux, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait aller loin. Deuxième moment, c'est la première décision que nous avons prise. Nous nous sommes demandé par quoi commencer. Nous avions un mandat très large, un mandat complet. Il fallait y compris le financement de l'éducation. Alors, par quoi commencer? On nous disait même la confessionnalité, c'est très important. Commencez donc par la confessionnalité. Bon, non. Eh bien, la décision que nous avons prise, c'était que la première tranche de notre rapport allait être la recommandation de la création du ministère de l'Éducation. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que pour faire les réformes qu'il nous semblait devoir faire, il fallait que ce soit l'autorité de l'État qui s'en charge. Il fallait que le pouvoir politique, désormais, prenne la responsabilité de l'ensemble du système d'éducation, que l'on passe du privé au public et que le gouvernement de l'État, que l'État québécois accepte le financement public de l'enseignement, de l'ensemble de l'enseignement, du primaire à l'université. Il nous est apparu très clair que sans un ministère de l'Éducation, dans l'état des choses telles qu'elles étaient en 1964, si nous laissions les choses telles qu'elles étaient en 1964, aucune réforme ne pouvait se faire. Nous ne pouvions pas demander à l'Église catholique de faire ce que nous voulions qu'elle fasse. La création du ministère de l'Éducation fut un choc à l'époque. Pourquoi? Premièrement, parce que, à l'encontre de toute la philosophie de l'éducation qui nous était présentée pendant les séances publiques, la commission décidait que, oui, l'éducation devait être sous l'autorité du pouvoir politique. C'était une hérésie de l'époque. Deuxièmement, en proposant la création d'un ministère de l'Éducation, nous chassions du pouvoir 22 évêques du Québec. Parce que, à l'époque, tout le système public, c'est-à-dire les écoles primaires et les écoles normales, relevait de ce qui s'appelait le comité catholique,
sur lequel siégeaient 22 laïcs et 22 évêques. Et les évêques étaient les seuls qui avaient le droit de se faire représenter quand ils étaient absents, mais les laïcs n'avaient pas le droit. Donc les évêques avaient tous les pouvoirs. Eh bien, je peux vous dire qu'en séance publique, l'Assemblée des évêques est venue devant la commission parents pour nous dire « Nous tenons à nos pouvoirs ». Eh bien, ils ont été surpris d'apprendre, en 1964, en 1963, quand la première tranche est sortie, que nous leur proposions de sortir du système eux-mêmes. Et troisièmement, les protestants aussi étaient très touchés. Parce que, jusqu'à la création du ministère de l'Éducation, les protestants avaient une entière autonomie dans notre système. Entière autonomie. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait le comité catholique qui s'occupait des catholiques, et il y avait le comité protestant qui s'occupait de tout le système protestant, tout seul, sans aucune autre autorité. Non seulement les protestants étaient désormais touchés parce que ils allaient relever d'un ministère maintenant, mais même l'université McGill allait relever d'un ministère. Je me souviens d'aller rencontrer mes collègues de l'université McGill. Oh là là, ce que j'ai entendu à ce moment-là, il était bien entendu que l'université McGill devait être exemptée de cette autorité. Mais non, je leur disais, mais non, chers amis, comme à l'université de Montréal et à l'université McGill, nous allons relever du même ministère. Eh bien, ce choc n'a pas été si facilement, n'est pas passé si facilement inaperçu, non, loin de là. Comme vous savez, il a fallu 1 an au gouvernement du Québec pour appliquer cette recommandation. Il a fallu que Paul-Général Lajoie fasse une tournée du Québec pour expliquer ce qu'était la création du ministère. Il a fallu que M. Jean Lesage et Paul-Général Lajoie négocient avec les évêques et avec les protestants pour faire accepter finalement, au bout d'1 an, la création de ce ministère. Le troisième moment de notre démarche, c'est quand nous avons pris la décision que le système d'éducation que nous allions proposer allait valoriser le public. Alors que notre système d'éducation, avant 1964, était construit sur le privé, du primaire, surtout avec des écoles privées, aussi au primaire, mais surtout à partir du secondaire, les collèges classiques, l'université, tout était privé, et principalement catholique. La commission parents a considéré que si nous voulions vraiment ouvrir l'accès à tous et toutes, il fallait que désormais le système québécois d'éducation soit public et unifié, c'est-à-dire que nous mettions fin à toutes les institutions parallèles qui existaient alors, pour que, désormais, le système de l'éducation du Québec, sur tout le territoire du Québec, soit le même, unifié, de la maternelle à l'université. C'était évidemment aller à l'encontre de toute la tradition québécoise qui avait favorisé le privé, favorisé le rôle de l'Église catholique en particulier, favorisé le rôle d'intérêt privé. Et une manière de présenter la chose fut de dire non aux jésuites. Ah, quelle affaire! Parce que en 1960-1961, les jésuites du Québec s'étaient présentés au gouvernement avec un projet de loi annonçant qu'ils allaient créer la nouvelle université à Montréal, qu'ils appelaient l'Université Sainte-Marie. Et les jésuites irlandais, bien sûr, ont fait la même chose. Donc, on avait 2 projets d'université de jésuites.
Comme fait tout bon gouvernement, M. Lesage a dit, la commission Parent va régler ça. Et en effet, vous lirez dans le volume 2 qu'a lu M. le Président, vous lirez que la commission Parent dit aux Jésuites non. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, les universités ne doivent plus être entre les mains d'intérêts privés. Les universités, à l'avenir, sont publiques. Et cela amène le quatrième moment, c'est-à-dire le moment où, dans cet ensemble unifié, est apparu le cégep. Et comment est-il apparu? Bien, je vais vous le dire un peu, à vous en particulier, pour vous seul. Vous savez, ce qu'on nous proposait, c'était évidemment le modèle nord-américain. C'est-à-dire, oui, si on met fin au collège classique, ou même sans mettre fin au collège classique, ce que vous, la Commission Parent, vous devriez proposer, c'est évidemment le système existant en Amérique du Nord, qu'on soit comme les autres. C'est-à-dire qu'après le secondaire, qu'on passe à l'université. Eh bien, cette formule a été pour nous l'objet de très longues réflexions et d'études. Et nous l'avons mise de côté pour deux raisons, principalement, entre autres. La première, c'est que nous voulions un système unifié. Or, en proposant le modèle nord-américain, nous continuions à avoir un enseignement technique parallèle au secondaire. Et c'est ce que nous ne voulions plus. Et deuxièmement, surtout, nous avions, comme membre de la Commission Parent, fait le tour du Canada, visité les États-Unis. Et là, nous avions entendu un grand nombre de professeurs d'université nous dire l'université est toujours très mal organisée pour accueillir les élèves qui arrivent des high schools. Nous sommes très mal organisés pour les encadrer. À l'université, nous sommes des spécialistes. Nous ne sommes pas là pour enseigner la culture générale. Nous ne sommes pas là pour donner des cours de formation générale. Non, nous sommes des spécialistes. Et alors, le passage du high school à l'université est très difficile. Et cela, nous avons eu un grand nombre de commentaires sur ce point à travers le Canada et les États-Unis. Mais alors, par quoi trouver? Eh bien, il y a un modèle, je vous le révèle, qui nous a inspiré. C'est ce qui s'appelait en Californie les community colleges. Dans le fouillis du système éducatif de la Californie, je dis le fouillis parce que c'est un système profondément inégal, où il y a un peu de tout. Eh bien, dans ce système californien, il y a ce qui s'appelle les community colleges, qui ont eu la vocation d'aider des gars et des filles à faire le passage à l'université ou au marché du travail. Et donc, ces community colleges préparent à l'université pendant 2 ans, et en même temps, il y a dans les community colleges des options professionnelles qui préparent au marché du travail. Mais les community colleges sont de petites institutions, et même, elles sont vues de haut quand on est dans le système d'éducation de Californie. Mais c'est ce community college qui nous a inspirés et qui nous a fait penser que, ah bien oui, nous pourrions utiliser ce modèle, mais l'installer au Québec entre le secondaire et l'université, entre le secondaire et le marché du travail, et en faire une institution obligatoire de passage à l'université. Évidemment, je n'oublierai jamais le moment où, au début du mois de décembre 1964, nous avons remis au premier ministre Jean Lesage la deuxième tranche de notre rapport, dans laquelle il y avait
la bombe du chapitre 6, intitulé l'enseignement préuniversitaire et professionnel, c'est-à-dire le projet de cégep. La première réaction de M. Lesage a été évidemment rapide. Qu'est-ce qui arrive avec les collèges classiques? A-t-il demandé à Monsieur Parent, les yeux dans les yeux. Et Monsieur Parent dit, les collèges classiques vont servir à créer les cégeps. Ah bon? Mais, de toute évidence, nous n'avions pas convaincu M. Lesage. C'était très évident. Il faisait, comme nous, partie de l'élite qui avait profité de ces collèges classiques, bien sûr. Mais ce qui faisait la force du projet du cégep, c'est que la commission Parent recommandait qu'il soit créé à partir des institutions existantes. Or ça, ce fut un projet, mais en même temps un tour de force. Parce que, comment ont été créés les premiers cégeps et comment ont été créés la plupart des cégeps? Eh bien, à partir de collèges classiques, d'écoles normales, d'instituts familiales, d'écoles techniques, d'écoles d'agriculture, qu'on réunissait autour d'une table pour réussir à partir avec eux une nouvelle institution. Eh bien, qu'est-ce que c'était? On partait d'institutions privées. Toutes ces institutions étaient privées, ou presque, pour créer une institution publique. Nous partions d'institutions catholiques pour créer une institution neutre, laïque. Nous partions d'institutions où la ségrégation des sexes existait pour créer des écoles mixtes. Nous partions d'institutions qui étaient séparées, les collèges classiques, pour créer une seule institution. Je peux témoigner de l'admiration que j'ai eue à cette époque pour des hommes et des femmes, des religieux et des religieuses en particulier, qui acceptaient ce changement. Et je me souviens encore de religieuses qui me disaient, vous savez, M. Rocher, vous nous demandez beaucoup. Moi, j'enseigne dans un collège de filles, ou j'enseigne à l'école normale. Là, vous nous demandez maintenant d'aller enseigner à des garçons et des filles. Vous nous demandez d'avoir comme collègues des hommes et des femmes. Ah oui. Il est certain, disait-elle, que la directeure du cégep ne sera pas une religieuse. Jamais. Ce seront des hommes. Eh bien, vous voyez ce que vous nous demandez. Quel est le facteur qui a prédominé et qui a fait que ces gens acceptaient? Eh bien, c'est l'idée de la démocratie. À ce moment-là, dans les années 60, la démocratie était vraiment un projet actif, un projet dynamique. Nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale, où nous nous étions battus pour la démocratie, et après la Deuxième Guerre mondiale, en Occident en particulier, nous nous étions rendus compte, un peu partout, que nos systèmes d'éducation n'étaient pas démocratiques, que nos systèmes de santé n'étaient pas démocratiques. Il y a eu donc une prise de conscience à travers l'Occident, et le Québec a fait partie de cette prise de conscience. Et des hommes et des femmes, religieux et religieuses, me disaient, c'est au nom de la démocratisation de notre système d'éducation que nous acceptons, que ma communauté religieuse accepte de se départir de son collège, de son école normale. Eh bien, c'est ainsi que les premières institutions sont sorties de terre. Ce qui me frappe, c'est l'évolution qui s'est produite au cours de ces 50 années. J'ai été à même de le constater. Ce que je peux vous dire, c'est que je visite quelques cégeps, j'ai eu l'occasion d'être invité par quelqu'un d'entre vous, je le serai encore. Chaque fois que j'entre dans un cégep, je suis ému. Parce que je pense à cette utopie de 1964 et à ce que c'est devenu maintenant. Je peux vous le dire, les cégeps, vos cégeps,
sont bien au-delà de ce que la commission parent s'est imaginé. Bien au-delà, à bien des égards. Premièrement, les options professionnelles de vos cégeps sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup mieux organisées que ce que nous avions pensé. Nous nous disions que peut-être il y aurait une minorité d'élèves qui entreraient dans les options professionnelles, alors que c'est l'inverse. Et puis, nous n'avons pas pensé comment les cégeps allaient renverser la vapeur en ce qui concerne le statut des filles. On le dit, un des grands événements de l'histoire du Québec des 50 dernières années, c'est la montée des femmes. Et en particulier grâce à l'existence des cégeps. Et aussi, ce qui étonne, c'est l'implantation des cégeps dans les régions en particulier. Les collèges classiques étaient fermés sur eux-mêmes. Ils vivaient à l'intérieur de leurs murs. Je les ai bien connus. Les cégeps, vos cégeps, sont au contraire en lien avec le milieu. Et et donc, cela va au-delà de ce que nous avions pu imaginer. Comment maintenant donc envisager l'avenir à partir de là? Nous sommes déjà dans l'avenir, en réalité. Nous sommes en 2017, c'est-à-dire que le 21e siècle est commencé. Et ce qui me frappe, c'est que ce 21e siècle, il est déjà très différent du 20e siècle. Nous sommes sortis du 20e siècle. Nous sommes entrés dans un autre siècle. Nous sommes entrés dans une autre période de l'histoire, c'est évident. Il y a au moins deux grands phénomènes qui se produisent. Le premier, c'est l'énorme pulsion technologique que nous vivons en ce moment et qui est loin d'être terminée. Nous allons vers un monde technologique bien différent de ce qui était celui du XXe siècle. Et donc, un monde qui, d'ici 30 ans, 40 ans, va changer énormément à cause du développement technologique. De toutes les manières, le marché du travail va changer énormément. Nos modes de vie vont changer énormément. Nos mentalités vont changer énormément. Le mode de communication va changer. Nous sommes donc devant une ère nouvelle en ce qui concerne la vie commune avec les technologies. Et je sais, je ne vous annonce rien parce que votre président, M. Tremblay, dans un numéro du Devoir du 31 août dernier, a bien expliqué comment les cégeps sont bien en train de prendre le tournant technologique. Un excellent article, d'ailleurs, que j'ai gardé. Ce que je veux dire sur ce développement technologique, c'est ceci. Premièrement, il ne sera pas égalitaire. Il est évident que le développement technologique va contribuer à de nouvelles inégalités, et de profondes inégalités. Inégalités entre ceux qui profiteront et qui seront en mesure de profiter du développement technologique et les autres. Si bien qu'il est bien évident que ceux qui s'instruisent aujourd'hui seront bien mieux dans 20 ans, pour la majorité. Ils seront mieux économiquement, ils seront mieux socialement, ils seront mieux culturellement que ceux qui ne se seront moins instruits. Ça, c'est évident. Donc, nous allons vers un système encore profondément inégalitaire. Et cela veut dire que notre système d'éducation doit réfléchir à cela. Parce que, en principe, notre système d'éducation, comme tout système d'éducation, doit essayer d'éliminer les inégalités qui sont déjà foncièrement là, établies. Et puis, deuxièmement, ce développement technologique va faire qu'il faudra en effet continuer à mettre l'accent sur l'accessibilité. Parce qu'il faudra encore faire attention à tous ceux qui sont encore exclus. Il
vous y participez activement. Déjà, vos cégeps reçoivent des étudiants présentant des problèmes d'apprentissage, comme ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et il y a encore des régions qui ont besoin d'être mieux servies. Et puis, il y a les Autochtones, les Inuits et les Autochtones, bien sûr. Vous avez raison, Madame la ministre, de le signaler. Deuxième grand problème auquel nous faisons face, c'est le problème de la culture. Pendant la première moitié du XXe siècle, depuis des années, depuis des siècles, notre culture était basée sur l'Antiquité gréco-latine. Le cours classique était basé sur l'étude des anciens. Nous apprenions beaucoup de latin, beaucoup de grec pour pouvoir lire dans le texte Cicéron, Platon, Aristote, les sages, les stoïciens, etc. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, nous avons écarté l'Antiquité. Nous sommes entrés dans une autre ère culturelle. Et en ce moment, nous ne savons pas sur quelle base nouvelle cette nouvelle culture sera. Quelle sera la valeur fondamentale de la culture? Je ne sais pas. Et je pense que c'est un problème dont on ne parle pas, mais c'est à mon avis le problème le plus fondamental de notre civilisation actuelle. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce que nous constatons, c'est la puissance d'une nouvelle culture populaire marchandisée. Une culture populaire marchandisée par les médias, par la télévision, qui profite beaucoup de la marchandisation de tous les divertissements possibles, par la musique populaire, par tout le réseau social. Et donc, quand nous parlions autrefois de la culture populaire, c'était la culture qui était près des racines de la population rurale en particulier. La culture populaire d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et nous vivons, nos étudiants en particulier, vivent de cette culture populaire. Il y a donc déjà un élément important. Deuxièmement, il y a en même temps une explosion culturelle extraordinaire. Ici au Québec, une explosion extraordinaire dans la mesure où nous publions beaucoup de livres, beaucoup de femmes sont écrivains, nous avons connu et nous connaissons une explosion des arts, du théâtre. Tous les soirs à Montréal, nous avons l'embarras du choix, des concerts, des musées. Bref, il y a en même temps une explosion culturelle, mais dont nous ne connaissons pas les bases, parce que nous avons éliminé le rapport avec l'Antiquité. À mon avis, l'enseignement supérieur aura à travailler là-dessus. Parce que c'est évident que ce problème, il relève de la réflexion de chercheurs, d'enseignants du niveau supérieur, universitaire et collégial. Nous avons la responsabilité de la culture à venir, des fondements de cette culture. Nous avons la responsabilité de faire le lien avec la culture populaire et en même temps avec la nouvelle culture. Et je considère que c'est une des grandes responsabilités de notre enseignement supérieur. Ce n'est pas ce dont on parle le plus souvent, mais à mon sens, cela touche le fond, c'est-à-dire, reprenant les termes du rapport Parent,
quel sera l'humanisme que nous allons proposer à nos jeunes? Sur quel humanisme se fonde la culture de demain? Comme nos cégeps ont eu un énorme impact depuis 50 ans, pour les années qui viennent, il est évident que cet impact doit continuer. Et pour cela, ce qui me semble impérieux, c'est que nous, des cégeps, nous devons continuer dans la foulée de notre succès. Nous n'avons plus le droit de nous arrêter. Il faut continuer à hausser la qualité de notre enseignement, que ce soit de l'enseignement de toutes les matières, de l'enseignement des options technologiques, pour faire face à l'avenir technique, pour faire face à l'avenir culturel. Nous avons l'obligation de continuer. Et non seulement cela, mais heureusement, maintenant, les cégeps ont développé d'heureuses relations avec les universités. Les cégeps ont développé maintenant de la recherche, ce qui était évidemment impensable il y a 30 ans, de sorte que maintenant, les cégeps ont la responsabilité de l'avenir. Je dirais que cet avenir, nous l'avons déjà fait, vous l'avez déjà fait depuis 50 ans. Mais maintenant, il est devant nous avec ces nouveaux défis. Et cela veut dire, en particulier, me semble-t-il, que le 21e siècle sera le siècle de l'éducation continue. De l'éducation continue déjà pour les étudiants qui sont au cégep et de l'éducation continue pour les adultes. Parce que dans ce nouveau 21e siècle, nous aurons besoin de beaucoup plus d'adaptabilité. Nous aurons besoin de refaire nos forces intellectuelles, non seulement pour des fins professionnelles, mais pour des fins même culturelles, pour la citoyenneté dans la démocratie, et aussi pour l'épanouissement de chaque citoyen, grâce à tous les moyens dont nous disposons. Et il me semble que ce 50e anniversaire nous donne l'occasion, enfin, de mettre les cégeps sur la place publique. Je suis frappé de voir comment ce 50e anniversaire est marqué de beaucoup d'événements dans vos cégeps et autour, parmi les journalistes, dans les médias. Ce qui veut dire que les cégeps ont maintenant une présence de plus en plus marquée. Et les cégeps, me semble-t-il, sont de mieux en mieux acceptés. Ce qui me frappe, c'est comment les élèves qui ont passé par les cégeps sont satisfaits du cégep. Le taux de satisfaction des étudiants qui ont passé par le cégep est très élevé. À l'université, j'ai souvent questionné mes étudiants sur ce passage au cégep et j'ai toujours eu une réponse très positive. À cet égard, je vous ferai une suggestion. Pourquoi ne pas créer des associations d'anciens élèves des cégeps? J'ai parlé de cela dans quelques cégeps, j'ai eu une réaction plutôt négative, mais ce qui, me semble-t-il, est frappant, c'est que vos anciens étudiants sont un potentiel d'appui énorme, puisqu'ils sont satisfaits. C'est, me semble-t-il, au Cégep Sainte-Foy, où vous fêtiez le 50e anniversaire, et vous me disiez que vous aviez fait appel à un certain nombre d'anciens et qu'ils ont répondu tous avec enthousiasme. Eh bien, tous nos collèges classiques avaient leurs associations d'anciens. Toutes nos universités ont leurs associations d'anciens. Et dans la société, c'est souvent un appui très important. L'avenir des cégeps, bien sûr, est assuré, mais peut-être pas tant que ça. Avoir l'appui d'associations d'anciens sera peut-être très important. En tout cas,
il me semble, d'après ce que j'ai entendu ce matin, qu'il y a un certain nombre de députés qui seraient prêts à participer à la création d'associations d'anciens de leur cégep. Je termine simplement en disant que les cégeps ont marqué sociologiquement le Québec. De quelle manière? Eh bien, tout d'abord parce que le corps professoral qui s'est formé dans les cégeps, qui a pris en charge les cégeps, qui s'identifie au cégep, a créé ce que j'appelle une classe intellectuelle. Les professeurs de cégep, les professeurs des 48 cégeps, des collèges, forment maintenant une classe intellectuelle que nous n'avions pas avant. Il y a au Québec une classe intellectuelle. Une classe intellectuelle qui est créée par les enseignants des cégeps des universités autant que par les artistes. Et deuxièmement, les cégeps ont transformé les classes sociales du Québec. Si au Québec, ce que nous avons comme classe sociale maintenant, c'est principalement une énorme classe moyenne, dont nous faisons tous partie, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont ni dans la classe ouvrière, ni dans une classe bourgeoise élevée, eh bien, cette classe moyenne, elle a été créée par les cégeps, et les cégeps vivent de cette classe moyenne. C'est cette classe moyenne qui vous envoie ses enfants. Sociologiquement, le cégep a transformé les classes sociales du Québec. Et finalement, il y a une réalité à laquelle je tiens, c'est la convivialité des cégeps. Je vous le dis à vous, mais c'est un secret. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans un cégep qu'à l'université. Je n'ai jamais enseigné un cégep. Mais j'apprécie chaque fois que je vais dans un cégep la convivialité. Et j'apprécie en particulier la facilité des rapports entre les élèves, les étudiants et les professeurs. Cela me frappe beaucoup. J'accompagne des professeurs, je suis accompagné par des professeurs, et puis des élèves arrivent, parlent au professeur, me parlent. Il y a une facilité de rapport que vous avez établie entre étudiants et professeurs, entre administrateurs et professeurs sans doute aussi, qui fait qu'il y a cette convivialité que nous n'avons pas à l'université. Et puis, il y a une vitalité intellectuelle, une vitalité civique, citoyenne, qui est entretenue par le cégep. En tout cas, le printemps érable, dont on parlait il y a quelque temps, il s'est fait par les cégeps en particulier, et non pas par les universités. Mes collègues n'étaient pas dans la rue, mais des professeurs de cégep étaient dans la rue, avec les étudiants. Je pense personnellement que le cégep est appelé à un grand avenir, un avenir très important, et que cet avenir, c'est celui du pays québécois, c'est celui de la génération qui monte, et c'est l'avenir d'un marché du travail qui sera très différent, c'est l'avenir d'une nouvelle culture, et c'est, me semble-t-il, l'avenir d'un nouvel humanisme. Merci.